Donc, alors bonjour et bienvenue à cette présentation qui portera sur la réalisation d'un projet de revue de la portée. La revue de la portée, c'est un type de revue ou un type de synthèse des connaissances. Il y en a plusieurs qui existent. Aujourd'hui, on se concentre sur la revue de la portée. Et principalement, nous allons parler aujourd'hui de la planification de la revue de la portée. Donc, les étapes à prendre pour bien préparer son projet et pour bien l'exécuter par la suite. Donc, les étapes qui seront présentées aujourd'hui seront essentielles pour la réussite de votre projet de la revue de la portée. Ce qui est important à retenir, c'est qu'une revue systématique ou une revue de la portée, ce ne sont pas simplement des grosses revues de la littérature. Donc ici, je cite un auteur en particulier qui parlait plus de la revue systématique, puis on va faire la distinction un peu entre la revue systématique et la revue de la portée aujourd'hui, mais les deux ou toutes sortes de revues qui font partie de la famille des synthèses de connaissances se présentent plus comme une revue très exhaustive qui n'est pas simplement une revue de la littérature. Donc c'est un bon point à retenir quand on prépare et on pense à toutes les étapes qui sont requises pour mener à bien son projet. La revue de la portée a vu une croissance assez importante au fil des ans. On peut voir sur le tableau ou sur le graphique une croissance assez exponentielle. Si on regarde ce que j'ai fait, c'est une recherche très simple pour le mot scoping qui apparaît dans les titres de résultats dans la base de données Education Source pour voir par année combien d'articles ou combien de résultats sont présentés. Donc, on peut voir qu'en 2014, je pense que le chiffre, c'est autour de 16 revues de la portée ou 16 résultats où le mot scoping est dans le titre. Et jusqu'à 2024, où on est juste au-delà du 500 et ça risque d'augmenter là, au-delà du total de 2023. Donc, on peut voir que la méthodologie de la revue de la portée a pris de l'expansion au fil des ans et c'est devenu de plus en plus populaire. On pourrait refaire le même exercice dans d'autres disciplines connexes à l'éducation, puis on verrait la même tendance. Donc, le scoping review en anglais ou la revue de la portée a vraiment pris de l'ampleur au fil des ans et ce sera sans doute le cas là, pour les années à venir. Donc, c'est important aussi de prendre le temps de bien comprendre cette hausse et de bien comprendre aussi pourquoi les gens se tournent vers la revue de la portée au lieu de la revue systématique pour répondre à certaines questions de recherche. Donc aujourd'hui, la présentation sera axée sur des définitions de base et sur des paramètres d'ordre méthodologique qui peuvent servir à bien expliquer ou à bien préparer sa revue de la portée. On va aussi parler de la formulation de la question de recherche. Donc, c'est important dans tout projet de synthèse de connaissances d'avoir une question de recherche qui va mener justement à l'exécution des recherches, mais aussi à l'analyse des données probantes qui vont en ressortir. Nous allons aussi parler aujourd'hui de la vérification des revues antérieures, donc c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut se baser sur des revues qui ont déjà été faites pour mieux alimenter notre propre réflexion sur la revue de la portée qu'on veut mener. Également, nous allons parler de l'identification des critères d'inclusion et d'exclusion, donc une étape importante aussi dans le processus. Et finalement, aujourd'hui, nous allons parler aussi de l'importance du protocole. Donc, qu'est-ce qu'un protocole? Comment on peut s'y prendre pour en préparer un dans le contexte d'une revue de la portée? Et finalement, ben, de répondre à quoi ça sert vraiment d'avoir un protocole. La revue de la portée, c'est peut-être un peu le cousin moins populaire de la revue systématique, si je peux me permettre cette analogie. La revue de la portée tend à être moins connue que la revue systématique. Il y a plusieurs auteurs, si vous regardez peut-être une panoplie de revues systématiques, qui vont utiliser cette terminologie-là, mais en regardant à fond leurs questions de recherche, vous allez voir que ça répond peut-être plus aux critères d'une revue de la portée, mais la tendance veut, si on veut, que le titre revue systématique est peut-être plus alléchant que le titre revue de la portée. Donc, qu'est-ce qu'une revue de la portée? Ça partage plusieurs caractéristiques avec la revue systématique, mais ce que ça fait qui est très différent, c'est que ça va répondre à une question de recherche qui est beaucoup plus large, beaucoup plus générale, qui est quand même assez complexe, mais qui a une tendance plus exploratoire dans le but de mieux comprendre un phénomène ou de mieux comprendre l'état de la littérature sur un sujet. Tandis une revue systématique va tenter de répondre à une question très précise pour voir quel est l'impact d'une intervention sur un certain problème ou une certaine réalité ou un enjeu. Ici, on cherche plus à connaître de façon générale qu'est-ce qui existe sur un sujet. Et souvent, cette idée-là de pouvoir voir, ben, voici ce qui existe sur le sujet, pour pouvoir aussi identifier les lacunes, souvent on va voir une revue de la portée comme recherche préliminaire pour ensuite mener une enquête plus poussée en- grâce aux lacunes qui ont été identifiées.
Les revues systématiques, les revues de la portée et bien d'autres types de revues aussi vont quand même utiliser une méthodologie assez rigoureuse pour identifier la littérature qui existe dans un domaine. Ce ne sera pas le focus aujourd'hui de la présentation, mais on y reverra dans les autres vidéos que ce sera une étape importante de pouvoir bien identifier la littérature sur le sujet. D'autres caractéristiques de la revue de la portée, comme je l'ai mentionné, c'est une question de recherche qui est habituellement plus générale. On va quand même pouvoir utiliser une stratégie de recherche qui est exhaustive, qui est très systématique, qui est très rigoureuse dans son approche, de pouvoir tenter d'aller chercher le plus d'études possible pour répondre à notre question de recherche et de se sentir confiant, confiante que notre conclusion, basée sur ce qui a été publié, est fondée sur le plus de sources possible. Les critères d'inclusion et d'exclusion sont souvent établis au départ, mais peuvent changer en cours de route selon ce qu'on va trouver ou selon le type de résultat qu'on va obtenir. Donc, c'est bon d'avoir cette idée-là qu'on prépare d'emblée nos critères d'inclusion, mais qui peuvent changer en cours de route selon ce qu'on découvre de la littérature. Il y aura une évaluation minimale des études incluses. Dans le contexte d'une revue systématique, on fait quand même une évaluation assez critique des études qui sont incluses dans la revue avant de les inclure dans le dans le total à la fin. Donc, il y a quand même une évaluation minimale dans le contexte de la revue de la portée, parce que souvent, la revue de la portée va inclure des études qui peuvent utiliser une méthodologie différente. Donc, on peut avoir un mélange d'études quantitatives, qualitatives, d'études mixtes. On peut aussi avoir des documents de politique, on peut avoir du curriculum, on peut avoir toutes sortes de matières, de la littérature grise. Donc, c'est difficile de comparer des pommes avec des pommes dans le contexte d'une revue de la portée. Donc, l'évaluation, ce n'est pas une étape nécessaire dans le contexte de la revue de la portée. Finalement, la synthèse sera plus qualitative, contrairement à la revue systématique qui risque d'avoir une synthèse plus quantitative. Donc, voilà quelques caractéristiques pour aider à mieux définir le concept de la revue de la portée. Voici quelques exemples de titres de revues de la portée publiées en français qui portent sur différents sujets. Je voulais vous présenter ces titres-là parce que les titres eux-mêmes sont assez généraux et peuvent justement nous donner une idée générale de ce qu'on peut retrouver dans le type de revue de la portée qu'on peut trouver. Donc, le développement du pouvoir d'agir en contexte de soutien à domicile des personnes âgées. Donc, on cherche à connaître mieux, plus sur le sujet. Même chose avec l'intervention psychosociale en autisme et finalement l'expérience de retour au travail des personnes vieillissantes ayant subi une atteinte à la santé. Donc, c'est de, juste en regardant les titres, vous pouvez aller explorer ces revues-là par vous-même. Vous allez voir que les titres sont évocateurs de cette idée générale de la question de recherche qui peut être posée. Donc, ce n'est pas très précis. Ce sont vraiment plus des recherches exploratoires pour mieux comprendre l'état de la littérature dans les domaines pour les exemples présentés. Si on se tourne maintenant au-delà de la définition, on a des articles méthodologiques qui vont donner des lignes directrices à suivre pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une revue de la portée. En voici deux. Arksy O'Malley, très connu, c'est un article qui, je regardais récemment, a plus de 30 000 citations. Donc, c'est l'article phare qui définit ce qu'est une revue de la portée. Donc, on peut le voir, ça date de presque 20 ans. C'est un article clé à utiliser et la plupart des revues de la portée vont citer Arksy O'Malley dans leur texte pour justement présenter l'approche qu'ils ont utilisée pour mener à bien leur revue de la portée. Toutefois, il y a eu une mise à jour plus récente en 2020 par Peters et compagnie qui a fait un peu c'est ça, une mise à jour de ce qui avait été publié en 2005 par Arksy O'Malley. Donc, cet article-là peut servir aussi pour actualiser certaines connaissances au niveau de la revue de la portée. Si on regarde un peu plus les détails de l'approche Arksy-O'Malley, c'est une approche qui présente 5 étapes. Donc, l'identification de la question de recherche, ensuite, comment identifier les études pertinentes, de pouvoir ensuite choisir les études pertinentes, enfin, de pouvoir compiler les données à partir de ces études-là et de synthétiser et présenter les résultats de façon sommaire à la fin également. Donc, c'est un peu le modèle qui est utilisé, comme je l'ai dit, dans la plupart des revues de la portée. Les précisions, évidemment, sont ajoutées là, dans le contexte de l'article même. Et en 2020, Peters et compagnie ont fait une mise à jour pour clarifier certains concepts.
Ils ont ajouté plus d'informations aussi sur la nécessité de préparer et de diffuser un protocole. Ils ont élaboré un modèle que je vais vous présenter aujourd'hui pour l'élaboration des questions de recherche, ce qui n'était pas le cas dans l'article original en 2005. Et il y a aussi l'identification des critères qui sont en lien avec ce modèle PCC, donc je vais vous en parler dans quelques instants, qui va ajouter un peu de contexte à l'identification des critères d'inclusion. Et finalement, ils ont ajouté aussi plus de détails au niveau de l'analyse des données. Donc, c'est important de pouvoir bien comprendre un peu les mises à jour de l'article de Peters et compagnie pour pouvoir voir là, justement les modifications qui ont été faites là, dans le parcours des 15 ans qui se sont espacés entre l'article original et la mise à jour en 2020. Donc, il y a souvent des tâches préliminaires qui doivent être prise en compte là, lorsqu'on prépare une revue de la portée. Premièrement, c'est de vérifier et de s'assurer qu'il n'y a pas une revue qui vient d'être publiée sur le sujet. Donc, c'est important de pouvoir valider qu'il n'y a pas rien de récent qui a été publié. Évidemment, une revue de la portée ou tout projet de synthèse des connaissances ne se fera pas par une personne. Donc, c'est important de se former une équipe, d'avoir plusieurs personnes qui vont être impliquées, soit au niveau de l'élaboration du protocole, il y a souvent des équipes qui vont avoir des bénévoles pour aider avec le tri des titres et résumés. Il y aura aussi, évidemment, je le souhaite, un bibliothécaire qui fera partie de l'équipe pour pouvoir contribuer à l'identification des sources. Donc, cette équipe-là peut être formée, évidemment, d'experts dans le sujet, d'experts méthodologiques et aussi de bénévoles pour aider selon l'ampleur de la littérature à éplucher. Il y a également aussi l'élaboration d'un échéancier. J'entends souvent des gens me dire, ah, une revue de la portée, c'est quelque chose de facile, on va pouvoir faire ça en quelques mois. Ça peut prendre plusieurs mois et ça peut même prendre plusieurs années selon le nombre de références qui sont obtenues, le temps alloué au projet. Donc, il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Ce n'est pas un projet que vous allez faire en un mois, à moins que ce soit la seule chose que vous fassiez. Finalement, il y a aussi l'étape de rédiger un protocole. Je vais en parler plus longuement aujourd'hui, mais ça fait partie un peu des tâches préliminaires d'une revue de la portée. Et évidemment, tout va commencer avec la question de recherche. Donc, commençons un peu avec cette idée de formuler une question de recherche dans le contexte d'une revue de la portée. J'ai déjà mentionné que la question de recherche risque d'être plus générale et plus exploratoire dans le contexte de ce type de synthèse des connaissances. Un modèle qui a été présenté dans l'article de Peters et qui a pris un peu, euh, qui est devenu un peu plus populaire avec le contexte de la revue de la portée, c'est le modèle PCC. L'approche PCC prône l'identification de la population, l'identification aussi du concept à l'étude et le contexte. Et malgré le fait que les trois être, peuvent faire partie de votre question de recherche, il peut arriver qu'on se concentre des fois sur seulement deux des, euh, des, des- des composantes de l'approche PCC. Donc, ça peut être un amalgame de soit la population et le concept, sans nécessairement avoir un contexte, ou ça peut être un concept et un contexte sans nécessairement avoir la population. Donc, il y a différentes variantes ou combinaisons qui peuvent exister avec l'approche PCC. Mais ce qui est intéressant dans ce modèle-là, évidemment, un peu comme le diagramme Venn vous le présente, c'est d'aller chercher le point où les trois éléments se rencontrent. Donc, le centre, si on veut, du diagramme. Donc, d'aller chercher ces études-là qui parlent de la population, du concept et du contexte. Quand on fait une recherche dans le contexte de tout projet de synthèse des connaissances, on se retrouve souvent avec beaucoup plus de résultats qu'on a souhaité dès le départ. Et ce n'est pas une erreur de la stratégie de recherche nécessairement, mais n'oubliez pas que l'objectif d'une revue de la portée, c'est d'aller chercher au plus large possible, d'aller chercher toutes les études sur le sujet pour pouvoir voir finalement qu'est-ce qui existe. Donc, c'est normal qu'il y ait plus de résultats que les études qui vont faire partie de la revue finale. Donc, il faut faire beaucoup de tri et souvent, on va mettre de côté près de 90 à 95 des études, tout simplement parce qu'on ne veut pas manquer quelque chose. Donc, évidemment, même si le milieu du diagramme est très précis, il peut y arriver qu'on ait beaucoup de contenu à éplucher de façon à faire le tri. Donc, pour mettre ça en pratique, si on regarde un exemple ici, tiré d'une revue systématique ou une revue de la portée, pardon, où la question de recherche est quelle est la relation entre la connaissance de la santé mentale et la santé mentale positive des aidants familiaux des personnes dépendantes à domicile. Donc, si on regarde cette question-là,
qui est tiré verbatim de la revue d'Andrade et compagnie. On peut voir ici, en utilisant le modèle ou l'approche PCC, les auteurs ont identifié la population, donc les aidants familiaux. Ils ont ensuite développé le concept. Donc, le concept à l'étude, c'est la connaissance de la santé mentale et son lien avec la santé mentale positive. Et ensuite, le contexte, ce sont les aidants familiaux à domicile. Donc, on peut voir que les trois éléments de l'approche PCC se retrouvent dans cette question de recherche. Une fois la question de recherche établie, une bonne pratique, c'est d'aller voir est-ce qu'il existe d'autres revues systématiques ou des revues de la portée sur son sujet. L'idée, c'est de ne pas reprendre une revue qui vient tout juste d'être publiée. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça? On ferait ça pour différentes façons ou différentes raisons. Donc, comme je l'ai dit, ne pas refaire une revue récente, peut-être de trouver une revue qui a été publiée antérieurement, peut-être il y a 5, 10, 15 ans, et on veut l'actualiser. Ou on peut peut-être trouver un article ou une revue publiée qui a utilisé une méthodologie un peu douteuse où on s'est fié seulement sur quelques bases de données, où les mots-clés n'avaient pas été très élaborés. On peut améliorer l'approche utilisée pour la rendre plus importante ou plus définitive en raison des conclusions qui sont tirées. Les revues antérieures peuvent également servir d'exemple, non seulement pour le formatage de la revue finale, mais aussi elles peuvent servir à identifier les bases de données, à identifier des sources de littérature grise ou encore à identifier des mots-clés à utiliser dans sa recherche. Donc, il y a différentes raisons de pouvoir chercher des revues antérieures. On va non seulement chercher des revues antérieures publiées sur son sujet en tant que tel pour s'assurer qu'il n'y en a pas qui ont été faits récemment, mais on peut aussi scinder notre question de recherche selon les différents concepts clés de notre question. Donc, on peut aller chercher des revues publiées sur le concept de la santé mentale positive, par exemple, et de voir qu'est-ce qui existe. Où est-ce que ces gens-là ont cherché pour trouver des articles sur la santé mentale positive? Quels mots-clés ont-ils utilisés pour chercher dans les bases de données? Donc, il y a différentes façons de se servir de notre question de recherche, de la décortiquer en concept et d'aller voir dans les autres outils pour justement, dans les autres vues, c'est-à-dire pour voir comment ils ont conceptualisé les différents concepts clés de notre sujet. Enfin, pour comment trouver ces revues antérieures, on peut se servir de différents outils, dont Google Scholar, par exemple. Je vous présente ici un petit raccourci pour chercher uniquement pour des articles ou des méta-analyses qui ont été publiés sous forme de revues systématiques, revues de la portée ou tout autre type de revue. Donc, on peut faire une recherche avec ces mots-clés. Ici, j'ai mis l'exemple en anglais, mais on peut chercher pour in title avec un deux points collé au mot-clé review ou in title deux points méta pour trouver justement des méta-analyses. Donc, il y a des façons de préciser à Google Scholar qu'on cherche seulement des articles où on retrouve dans le titre ces deux mots-clés-là ou un de ces deux mots-clés-là. Donc, à ce moment-là, on peut trouver des exemples assez facilement. Je vous présente également d'autres sources pour vous aider à trouver des revues systématiques. La Campbell Systematic Reviews est une publication en accès libre, en libre accès, je devrais dire, qui donne accès à des revues systématiques dans le domaine des sciences sociales, donc dans différents domaines en sciences sociales, et son complément qui va plus présenter des revues systématiques en santé et en médecine, c'est la Cochrane Library. Donc, les deux sont disponibles gratuitement en ligne. Vous pouvez les fouiller. Et il y a aussi Prospero. Prospero, c'est un dépôt de protocoles de revues systématiques, non des protocoles de revues de la portée, mais des revues systématiques. Ça peut également vous servir là, de piste pour aller chercher des exemples de, de protocoles. Une fois que vous avez constaté qu'il n'y a pas de revue systématique sur votre sujet ou de revue de la portée, vous pouvez ensuite passer à l'identification des critères d'inclusion et d'exclusion. Donc, c'est une étape importante. Je l'ai mentionné un peu plus tôt que cette étape-là peut varier ou peut être modifiée en cours de route. Donc, on peut changer nos critères selon ce qu'on trouve en cours de route. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on va établir au départ, mais sachez que ça peut se changer et ça peut être adapté là, selon les résultats retrouvés. Donc, les critères d'inclusion et d'exclusion sont souvent en lien direct avec la question de recherche et ces éléments-là liés au PCC, donc les participants, la population, le problème. Donc, on va identifier des critères en fonction de ces éléments-là.
Les critères d'inclusion peuvent aussi être en lien avec le concept, donc l'intervention, soit le phénomène ou des caractéristiques observables. Donc, on peut avoir ces éléments-là qui sont en lien aussi avec nos critères d'inclusion et aussi avec le contexte, soit des paramètres liés au milieu, ça peut être au milieu, comme on l'a vu avec notre exemple à domicile, ou ça peut être aussi de façon géographique. Donc, ça peut être des caractéristiques de groupe géographique également. Il y a également des critères qui peuvent être en lien avec la publication en tant que telle. Donc, le type d'article ou le type de publication, on se concentre juste sur des articles empiriques, ça peut être un critère. Quoique ce n'est pas souvent le cas dans le contexte d'une revue de la portée, on tente d'être plus large et d'inclure tout type de publication, mais si jamais on voit qu'on en a trop ou on veut se concentrer seulement sur un type de document, on peut le préciser en termes de critères d'inclusion. Il peut y avoir aussi des critères liés à la date. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit justifier. Donc, si on choisit une date particulière, c'est souvent en lien avec le phénomène ou avec l'introduction d'une intervention ou d'une nouvelle technologie, par exemple. Souvent, on peut voir aussi qu'il y a plusieurs études de la portée ou des revues de la portée qui se sont concentrées sur des événements post-COVID-19. Donc, à ce moment-là, on peut avoir une date où on limite les études à ce qui a été publié depuis 2020, par exemple. Euh, on peut aussi avoir une limite liée à la langue de publication, donc soit des études en anglais, en français ou d'autres langues selon les compétences des membres de l'équipe de recherche. Mais aussi, il y a plusieurs outils maintenant qui peuvent traduire des documents. Donc, des fois, être limité par la langue, oui, ça peut être justifié, mais on peut aussi trouver des façons de traduire certains documents, donc avec des outils qui sont disponibles en ligne. Un autre élément qui peut être lié aux critères d'inclusion, c'est le type de recherche. Donc, on peut avoir des limites en termes, on cherche seulement des études qualitatives ou quantitatives, mais seulement des essais contrôlés, par exemple. Donc, il y a différentes façons, encore une fois, avec les différents critères, selon les objectifs de la question de recherche. Donc, souvent aussi, les critères d'inclusion ne doivent pas nécessairement faire partie de la stratégie de recherche, mais plutôt de l'étape d'évaluation. Donc, le tri, par exemple, des titres et résumés, c'est là où on va appliquer les critères d'inclusion lorsqu'on va faire le tri des résultats. Le protocole, j'en ai fait allusion à quelques reprises, l'importance du protocole comme étape préliminaire lors de la planification d'une revue de la portée. Si on regarde vraiment qu'est-ce que ça signifie de faire un protocole, c'est souvent un document qui est préparé à l'avance. Donc, avant même de commencer, on veut faire un plan de match, si on veut, pour s'assurer de vraiment comprendre tous les éléments de notre revue de la portée. Donc, les éléments clés du plan vont être élaborés et c'est une façon vraiment d'avoir tous les points importants et de s'assurer qu'on va suivre certaines étapes. C'est une bonne façon, c'est un bon aide-mémoire aussi dans le sens qu'on va vraiment verbaliser ou par écrit, mettre sur papier, là, finalement, les différentes étapes à suivre pour mener à bien son projet. Je ne parlerai pas trop de Prisma aujourd'hui, mais on va revenir avec dans les autres vidéos à Prisma. Prisma est un document qui élabore la façon qu'on présente les conclusions d'une revue de la portée ou d'une revue systématique et différents types de revues aussi. Donc, Prisma a été élaboré d'abord et avant tout pour la revue systématique. C'est une ligne directrice ou même une liste de contrôle avec ce que devrait inclure la version finale d'une revue. Il y a des extensions qui ont été présentées pour différents types de revues, dont la revue de la portée. Donc, il y a un Prisma pour la revue de la portée, mais il y a aussi un Prisma qui a été élaboré pour les protocoles. Donc, le Prisma P a été élaboré pour les revues systématiques, donc les protocoles pour une revue systématique. Et ça a été adapté par Peters et compagnie en 2020 pour la revue de la portée. Donc, le document ou la référence que vous voyez à l'écran, c'est ça a été une modification du Prisma P en fonction des revues de la portée. Donc, c'est important de pouvoir suivre ces étapes-là pour créer un protocole dans le contexte de la revue de la portée. Une fois que la revue de la portée ou le protocole est prêt, qu'est-ce qu'on peut faire avec? On peut l'enregistrer ou le publier. Donc, soit qu'on l'enregistre nous-mêmes dans un dépôt, Peters et compagnie suggèrent trois dépôts. Ils suggèrent d'abord et avant tout Open Science Framework, donc OSF, comme endroit pour mettre son protocole ou le rendre accessible. Figshare, c'en est un autre qui est mentionné dans l'article, et ResearchGate. Ça ne dérange pas vraiment où
se retrouve le protocole. L'idée, c'est de le rendre disponible pour que quelqu'un qui cherche des protocoles ou qui cherche à savoir est-ce qu'il y a un projet en branle par rapport à ce sujet-là, vous pouvez ça peut être repéré quelque part en ligne. La publication peut se faire aussi sous forme plus narrative. Donc, il y a des revues qui vont publier des protocoles de revues de la portée. Donc, vous pouvez chercher ces genres de revues-là aussi pour rendre disponibles là, vos plans. Donc, le protocole va avoir certaines sections pertinentes. Donc, il y aura des informations de base, donc le titre, évidemment, les auteurs, l'équipe de recherche, s'il y a du financement ou des subventions qui viennent appuyer là, l'élaboration de la revue de la portée. Il y aura aussi des détails par rapport aux textes qui seront des introductions, donc une mini-revue de la littérature de voici l'état de la situation, il n'existe pas de revue de la portée sur le sujet, quels sont les objectifs de votre revue de la portée, quelles sont vos questions de recherche. Ça sera présenté dans l'introduction du protocole. Il y aura aussi ensuite l'élaboration de la méthodologie, donc les critères d'inclusion-d'exclusion, l'ébauche d'une stratégie de recherche pour la base de données principale, les sources qui seront fouillées, donc les bases de données, mais aussi les autres sources pour identifier la littérature grise, par exemple. Et enfin, il y aura aussi un plan pour comment les données seront gérées, sélectionnées, extraites et finalement comment elles seront synthétisées dans la revue finale. Donc, le protocole va avoir tous ces éléments-là. Je voulais vous présenter aussi rapidement un exemple de protocole. Donc, en voici un sur les interventions de santé mentale pour les étudiants universitaires de première année dans un domaine de la santé. Donc, on peut revoir ici certains éléments qui étaient présentés sur la diapo précédente, mais vous voyez que cet article-là, si vous voulez aller le consulter, le DOI est en bas de page, vous allez voir l'objectif de recherche est clairement identifié. Ils ont présenté leurs critères de sélection axés sur le modèle PCC, donc c'est très clair et c'est très bien expliqué. L'élaboration ou les étapes de la stratégie de recherche sont présentées. La sélection des études, c'est expliqué. Il y a également un plan détaillé pour l'extraction des données et aussi différentes options pour l'analyse et la synthèse sont présentées. Donc, c'est un document d'à peu près 6-7 pages qui présente de façon détaillée le plan pour cette équipe. C'est un exemple qui sert très bien. Il est en français aussi, ce qui est encourageant de voir un exemple aussi détaillé en français. C'est peut-être l'extrême, si on veut, des détails par rapport à un protocole. On peut avoir un protocole qui prend 2 pages et qui est présenté sous forme de points sommaires. Donc, ça peut être aussi simple que ça aussi. L'idée, c'est de pouvoir réfléchir à son projet et de voir comment on va organiser le tout. Donc, la présentation aujourd'hui faisait l'état général de la première étape d'un projet de revue de la portée en présentant les étapes liées à la planification. Mais ce qui est important à retenir, c'est de prendre le temps de bien planifier son projet. De s'organiser dès le départ peut vous permettre de gagner du temps en cours de route et aussi de pouvoir comprendre qu'il y a de la méthodologie, il y a des textes méthodologiques qui existent qui peuvent vous aider. Donc, prenez la peine de lire Arxie O'Malley, pas seulement les citer, mais de bien comprendre ce qui est présenté et de bien comprendre aussi ce qui a été présenté dans la mise à jour en 2020 par Peters et compagnie. Donc, ces deux textes-là ce sont seulement deux parmi d'autres textes qui existent aussi qui présentent un peu la méthodologie de la revue de la portée. Donc, tournez-vous vers ces textes-là pour bien comprendre les enjeux, mais aussi les étapes à suivre. Ne pas perdre sa question de recherche de vue, ne pas perdre de vue sa question de recherche, je devrais dire, parce que souvent, on va l'établir au point de départ, mais on va y revenir plusieurs fois, non seulement dans l'élaboration des critères d'inclusion et d'exclusion, mais aussi quand vous allez faire l'analyse des données de revenir à sa question de recherche, de bien prendre le temps de l'élaborer dès le départ. Évidemment, c'est ce qui va mener à bien votre projet. C'est la base de votre stratégie de recherche, c'est la base ensuite de votre analyse, c'est la base de votre tri des titres et résumés, du texte intégral, et c'est la base de la synthèse qui sera faite à la fin. Donc, prenez le temps de bien élaborer votre question de recherche. Finalement, le dernier point, consultez votre bibliothécaire. Les bibliothécaires sont là pour vous aider dans le processus de la revue de la portée. On participe à différentes étapes. Donc, à différents stages, on peut intervenir. C'est pas seulement au début, lorsqu'on prépare le protocole ou lorsqu'on lance la recherche dans les différentes bases de données, mais on peut fournir des conseils en cours de route jusqu'à la diffusion de votre article pour maximiser l'étendue de votre recherche, de pouvoir accroître la visibilité aussi sous forme sous forme de diffusion dans des sources, par exemple, de libre accès.
Donc, ça fait un peu le sommaire de la présentation d'aujourd'hui. Les prochaines vidéos viendront appuyer un peu ces éléments de planification pour élaborer davantage sur différents sujets liés à l'identification, le tri et aussi à l'analyse des données et la diffusion des résultats.